Il y a deux points noirs. Le premier point noir, ça je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Et l'autre point noir qui révèle, je pense, une réforme essentielle à mettre en place dans le futur, dans le système de santé publique en Belgique, c'est qu'il faut pouvoir vraiment, à un moment donné, repenser complètement la politique de prévention dans ce pays et parvenir à mieux la lier au curatif. Alors bonjour Monsieur Perle, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter? Donc, je suis François Perle, je suis directeur général du service d'indemnité de l'INAMIC, fonction que j'occupe depuis bientôt 11 ans, en fonction au sein d'une institution de sécurité sociale qui s'occupe d'assurance maladie et d'assurance invalidité. Je m'occupe de l'assurance invalidité. On a vu quand même qu'il y a eu, durant ce confinement, pas mal de difficultés, un système sanitaire qui a été mis à rude épreuve. Est-ce que cette crise du système sanitaire, elle est due à la gravité du phénomène du Covid, à son caractère exceptionnel, ou est-ce qu'il y avait des problèmes qui préexistaient et qui ont quelque part éclaté durant cette crise? Disons que je pense que la réponse est un peu mitigée entre les deux alternatives. Je crois que ce qui s'est passé avant toute chose, et c'est pas valable seulement pour la Belgique, mais pour l'ensemble des pays occidentaux, c'est qu'on a perdu un peu la mémoire de ce que c'était les grandes épidémies. On est passé d'un modèle de soins de santé à un modèle de santé publique qui est davantage concentré sur ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, comme les accidents cardiovasculaires, le cancer, le diabète et toutes des grandes épidémies de maladies non transmissibles. Et j'inclus aussi là-dedans la santé mentale, parce qu'il y a une grosse épidémie de dépression qui est en cours dans le monde entier pour l'instant, et que la plupart des systèmes de santé occidentaux ont perdu la mémoire, comme je dis, infectieuse, c'est-à-dire la mémoire des dégâts que peuvent causer des maladies infectieuses. C'est en partie lié au fait que d'énormes progrès ont été faits dans ces maladies depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu la fin de la variole, la fin de la polio, la fin de la tuberculose, en tout cas la maîtrise de la tuberculose, la rougeole et tout ce qui est lié aux politiques de vaccination, mais aussi à des politiques de santé publique en amont qui ont permis vraiment de réduire ce risque. C'est lié au fait qu'on a relativement peu d'épisodes depuis la grippe de Hong Kong à la fin des années 60, de grosses épidémies d'infections des voies respiratoires. Mais on oublie un peu vite que la grippe, qui est tout sauf une maladie banale, fait beaucoup de morts chaque année. Et il y a un autre facteur qu'il faut ajouter à ça, c'est qu'avant le Covid-19, avant la Covid-19, on a eu 4 grosses alertes de santé mondiale, que sont le SRAS, donc la première grosse épidémie qui a commencé en Chine mais qui s'est surtout développée à Hong Kong, la grippe aviaire, la grippe espagnole, et enfin plutôt la grippe H1N1, et alors le MERS qui était plus localisé lui sur la péninsule arabique. Comme ils sont pas arrivés en Europe, qu'ils sont pas arrivés aux États-Unis, je pense qu'il y a eu une certaine, je vais pas dire relâchement, j'aime pas le terme, mais une certaine un peu baisser la garde, tout le monde. Et le coronavirus est arrivé, et il est arrivé doublement problématique, c'est-à-dire que d'une part, il est arrivé après ces 4 épisodes, et donc on s'est dit, je pense inconsciemment, en tout cas beaucoup se sont dit, on va regarder ça de près, mais on a probablement quelques mois pour se préparer avant que ce soit un vrai danger de santé publique, si on appliquait ça, la même réflexion par rapport au SRAS par exemple. Et que deuxièmement, l'autre problème, enfin doublement posé problème, c'est qu'en fait, ça s'est développé très rapidement en Chine, beaucoup plus en fait que ce que les premières indications pouvaient laisser passer. Et que c'est arrivé très très rapidement en Europe, et probablement même avant que l'alerte ait été donnée par les autorités chinoises, parce qu'on a des traces de premières infections qui remontent déjà fin novembre, début décembre.
je dirais qu'il y a une certaine forme de fatalité, comme dans beaucoup de maladies infectieuses, et que les seuls pays qui ont pu vraiment faire des performances intéressantes, je vais dire, dans le traitement, ce sont des pays qui ont déjà été confrontés à des gros épisodes de maladies infectieuses. Pourquoi est-ce que Taïwan et la Corée du Sud, par exemple, ont aussi bien et si vite réagi? C'est tout simplement parce qu'ils ont eu l'épisode du SRAS il y a une vingtaine d'années, et que ça a laissé vraiment des très grosses traces dans leur mémoire sanitaire, avec une exception en Europe qui est l'Allemagne, qui tient plus à de la chance, les Allemands le reconnaissent eux-mêmes, d'avoir dans leur communauté scientifique le scientifique qui a découvert le SARS, et qui a pu rapidement lui mettre en place et conseiller le gouvernement allemand de mettre en place la seule politique qui vraiment fonctionne pour lutter contre ce genre de maladie, c'est-à-dire une politique de tests systématiques et d'isolement des personnes infectées liées à du confinement, parce que l'Allemagne aussi a quand même assez massivement confiné, quoi qu'on en pense. Donc je dirais que ça, c'est pour le volet inévitable. Alors est-ce que le système de santé belge était préparé? Je dirais que là, oui et non. Oui, sur le plan hospitalier, on m'a beaucoup reproché dans une interview que j'avais donnée au début de l'épidémie, début mars, quand je disais que le système allait tenir le coup parce qu'il était suffisamment résilient. Je savais ce que je disais à ce moment-là, et je savais que les hôpitaux avaient la capacité de prendre en charge ce genre de maladie. Pourquoi? Parce que les hôpitaux belges ont une excellence en termes de prise en charge des maladies infectieuses, parce qu'il y a suffisamment de lits de soins intensifs par habitant en Belgique, plus que dans beaucoup de pays européens, qu'il y a encore beaucoup de lits aigus aussi par habitant, et que donc d'un point de vue hospitalier, les choses allaient être rapidement prises en charge et que le système allait tenir. Alors ça s'est fait au prix de beaucoup de sacrifices, même humains, parce qu'on a été très loin, je crois, dans la pression qui a été mise sur le personnel soignant. Ça a été très compliqué, évidemment, au niveau de la gestion du matériel, hein. Tout le monde a l'idée des masques en tête, bien entendu, mais je dirais que c'est un problème qui est à la fois très grave, mais qu'il faut isoler de son contexte par rapport au contexte général. Le système a quand même bien tenu le coup. Il y a deux points noirs. Le premier point noir, ça, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Et l'autre point noir qui révèle, je pense, une réforme essentielle à mettre en place dans le futur, dans le système de santé publique en Belgique, c'est qu'il faut pouvoir vraiment, à un moment donné, repenser complètement la politique de prévention dans ce pays, et parvenir à mieux la lier au curatif, et probablement passer davantage vers un modèle de soins qui à la fois prévient la maladie et les guérit, alors qu'on est vraiment dans un modèle de soins qui est vraiment articulé. C'est important évidemment de guérir les maladies, essentiellement articulé autour de la guérison, autour des soins, mais qui ne prend pas assez en considération ce qui se passe en amont dans les politiques de prévention, et qui donc soigne en fait plutôt bien toute une série de maladies qui pourraient éviter par une meilleure politique de prévention. Et ça, c'est vraiment, je pense, le gros enseignement à tirer de cet épisode et de cette épidémie. On sait qu'il y a eu pas mal de revendications. On se rappelle de ces images des soignants qui se retournent. C'était à Saint-Pierre, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que là, ça démontre une crise qui préexistait et qui est encore là, présente Disons que c'est un fameux wake-up call. Maintenant, il y a eu des choses qui ont été faites depuis une quinzaine d'années en termes de revalorisation barémique. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant, très clairement. Et je crois que la crise, elle a montré deux choses, mais de manière plus générale, là, je crois que tout le monde est d'accord sur ces diagnostics, c'est-à-dire que c'est des professions essentielles, comme celle du care ou d'autres professions, je veux dire, qu'on considère en général au bas de l'échelle salariale, qui ont joué un rôle fondamental dans la crise. Je pense que je vous apprends rien en disant ça. Et c'est sûr que ça doit faire partie d'une réflexion générale sur la manière dont certaines professions sont valorisées, sur probablement les questions de meilleure prise en considération de l'égalité salariale, de recrutement, de réduction de temps de travail, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de réduction de temps de travail dans les hôpitaux. On est un peu aux limites évidemment de ce qu'on peut faire, mais c'est certain que le temps de travail est aussi une donnée importante, et que pour rendre le métier attractif, il faut certainement trouver un bon équilibre entre la pratique, parce que pas non plus avoir que des infirmières qui travaillent 12 heures par semaine, parce que la qualité en médecine, elle vient de la pratique et
d'une pratique continuelle, mais trouver un temps de travail, et ça c'est très important, qui soit suffisamment attractif par rapport à la pénibilité de la profession, parce qu'on oublie un peu trop souvent que, par exemple, le burn-out, enfin pas par exemple, le burn-out est une maladie qui a été isolée dans le personnel soignant, en particulier chez les infirmières, et que la charge psychosociale de la profession est quand même très importante. On a quand même une particularité ici en Belgique, c'est d'avoir différents niveaux, entre le fédéral, le régional, avec des compétences qui touchent à la santé également, qui sont réparties. Comment voyez-vous cette gestion justement de la crise ? Est-ce que ces différents niveaux ont bien fonctionné ensemble ? La Belgique a donné l'impression d'avoir eu une gestion un peu erratique de la crise parce qu'il y a beaucoup de morts. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de morts en Belgique? Est-ce que c'est parce que la crise a été mal gérée ou bien parce que la Belgique a connu des conditions sanitaires spécifiques au niveau de l'épidémie? Ça, c'est un facteur qui apparaît tout doucement dans certaines études épidémiologiques rétrospectives, qui permet de dire quand même que l'épidémie était particulièrement forte en Belgique et qui doit être pris en considération quand on fait l'audit du système. Pourquoi? Parce que, évidemment, il ne s'agit pas d'éluder des responsabilités ou des problèmes structurels. Pour pouvoir justement questionner, interroger le système et le réformer, je crois que c'est très important de faire la part des choses entre ce qui relève dans l'épidémie des facteurs médicaux, sanitaires liés à l'épidémie et dans les facteurs structurels. Alors, dans les facteurs structurels, c'est clair que la régionalisation peut apparaître comme étant un des problèmes. Alors là, je dirais qu'il faudrait regarder un peu ce qui se passe en Suisse et en Allemagne, qui sont des pays qui ont assez bien réagi par rapport à la crise et qui ont des modèles fédéraux. Il y a 27 ministres de la Santé en Suisse. Il n'y a jamais personne en Suisse qui a dit mais il y a trop de ministres de la Santé. Et donc il y a plus de ministres de la Santé en Suisse qu'en Belgique pour une population moins élevée. Donc le problème, c'est pas l'organisation en termes de décentralisation. Au contraire, les systèmes de soins de santé les plus performants sont les systèmes qui atteignent justement un bon niveau de décentralisation. Le problème, c'est qu'il faut une colonne vertébrale. Donc il faut un pilotage à un moment donné qui peut faire les arbitrages, dire ok, on va dans cette direction-là. On a entendu tous les intérêts, etc. À un moment donné, il faut aller dans cette direction-là. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est de s'interroger par rapport à la répartition des compétences. Je donne un exemple parlant dont on parle beaucoup maintenant, c'est la gestion du retour des personnes de foyers, de zones infectées et de zones à forte prévalence du virus. Si on suit les choses à la lettre, les trois régions du pays peuvent avoir des positions tout à fait différentes. Et donc une personne, selon qu'elle arrive à Bruxelles, en Flandre, Wallonie, pourra être traitée de manière différente. Ça ne va pas, évidemment. Dans un pays avec une telle mobilité interrégionale, qui est d'ailleurs un des facteurs de diffusion du virus, on ne peut pas traiter ces personnes de trois manières différentes. Donc il faut toujours passer par des phases de concertation, et c'est peut-être là où on perd peut-être un peu du temps et de l'énergie dans des phases de concertation. Je crois qu'il faut vraiment regarder les choses de manière les plus pragmatique possible, en mettant toujours, et c'est ça qu'on oublie peut-être parfois un peu de faire quand on régionalise des compétences en Belgique, c'est mettre l'usager au milieu du problème, pas au centre du problème. C'est qu'il faut vraiment prendre en considération le malade et regarder bien autour de lui quel est le meilleur niveau d'intervention. Quelque chose qu'on oublie parfois de faire en Belgique. Et si on intègre, et je crois que c'est très important, le fait que dans les prochains mois, on va devoir réfléchir à la réorganisation du système de santé publique en Belgique, c'est un facteur qu'il va falloir corriger. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le système de santé a relativement bien performé. Il n'y a pas eu de problème en termes d'accès aux soins, quoi qu'on en dise. Toutes les personnes ont été soignées. Les hôpitaux bruxellois, par exemple, ont des politiques d'accessibilité aux soins très larges. Et ils ont accueilli tous les patients qui devaient être accueillis. Donc, de ce point de vue-là, le système a plutôt bien fonctionné. En termes d'accessibilité directe aux soins, c'était plutôt, quand on fera le bilan, je pense, un des points positifs qu'on pourra noter. Pour revenir sur cette logique de prévention dont vous dites qu'elle est essentielle et qu'il va falloir vraiment se concentrer dessus, ici on est à Bruxelles. Quel type de prévention, de travail de prévention il faut faire spécifiquement dans notre ville avec les caractéristiques qui lui sont propres? Dans une ville comme Bruxelles, je pense que la politique de prévention doit être une politique avant tout communautaire, dans le sens de quartier. Je crois que c'est très très important. Je pense qu'un modèle... Bruxelles a la chance d'avoir une densité hospitalière très importante. Donc l'accès aux soins hospitaliers n'est pas un problème à Bruxelles.
Ce qu'il faut, à mon avis, davantage développer, mais qui existe, il ne faut pas non plus toujours dire que rien n'existe. Ce qu'il faut vraiment davantage développer à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle du community-based prevention, c'est-à-dire de la prévention qui est vraiment ancrée dans la proximité, qui tient compte aussi des publics très spécifiques à Bruxelles, donc davantage centré sur toute cette problématique qu'on trouve beaucoup à Bruxelles, comme la problématique de santé mentale, comme la problématique d'usage de drogue et autres, et renforcer ces dispositifs. Je crois aussi qu'il faut tenir compte du fait qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de papier, des réfugiés en transit et autres, et que c'est effectivement des angles morts du système de santé. C'est pouvoir aussi offrir à ces personnes une accessibilité totale des soins de santé. Et à un moment donné, moi je rêve du moment où Médecins du Monde et Médecins sans frontières expliqueront qu'ils n'ont plus besoin d'être à Bruxelles parce qu'on ne doit plus faire de l'urgence sanitaire et médicale. Et donc c'est un peu repenser le système à Bruxelles où on sort d'une gestion de la santé, en tout cas pour certaines catégories de la population, hein, soyons bien clairs, qu'on sort d'un modèle où c'est l'humanitaire qui prévaut. Maintenant, de nouveau, Bruxelles, c'est une ville. Quand on regarde la santé dans les métropoles mondiales, le problème est le même partout. Il y a une dualisation entre les personnes qui sont intégrées dans des circuits de soins qui fonctionnent plutôt bien. Et en plus, on monte dans le capital culturel, au plus c'est important. Heureusement, je dirais que des institutions comme les maisons médicales sont venues un peu casser ces dynamiques, c'est-à-dire qu'elles offrent justement cette perspective d'un ancrage territorial et local de la santé. Donc ça permet un peu de casser ces dynamiques qui fait que ce sont les personnes à haut capital culturel et financier qui peuvent se soigner en premier lieu. Mais il reste une sous-couche, je dirais, vraiment tout au bas de l'échelle de personnes qui tout à fait hors circuit. Beaucoup de personnes de toxicomanes qui étaient suivies par des institutions de santé mentale ont eu une espèce de rupture de soins qui a duré quand même presque 2 mois. Et je sais que beaucoup d'institutions qui travaillent avec les toxicomanes, pour l'instant, sont à les rechercher ce public parce qu'on les a perdus de vue. Donc ça, c'est des choses qui doivent nous alerter sur la manière dont le système doit être construit de manière suffisamment résiliente que si, par exemple, l'épidémie revient, eh bien, la continuité des soins, elle, peut être maintenue. Est-ce que ces progrès médicaux, ces progrès technologiques justifient quelque part de moins investir dans la protection sociale? C'est des discours qu'on peut entendre, en tout cas, c'est de dire, voilà, étant donné les capacités technologiques dont on dispose aujourd'hui, c'est là où on doit mettre l'argent en priorité. Est-ce qu'à partir de cette crise, on peut dire que c'est pertinent ou au contraire que ça n'a pas de sens? C'est complètement indissociable. C'est-à-dire que la protection sociale, c'est quoi? C'est d'une part des revenus de remplacement, le chômage, les pensions, l'invalidité, et d'autre part une assurance soins de santé. Donc qui couvre les coûts de santé. Et donc diminuer les dépenses de protection sociale, ça veut dire que soit on diminue les revenus de remplacement, soit on diminue l'assurance soins de santé, soit les deux. Maintenant, par rapport aux soins de santé, les coûts technologiques, enfin plutôt les produits technologiques sont indéniables, mais ils ont un coût énorme. Hein, que ce soit dans le secteur du médicament, dans le secteur des dispositifs médicaux, on fait des choses magnifiques, mais qui ont des coûts gigantesques. Et donc, ça va poser, ça met sous pression le financement de l'assurance soins de santé. C'est clair que pour rendre ces médicaments accessibles, par exemple, eh bien, il faut réinvestir dans la protection sociale. Donc, c'est totalement indissociable. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut diminuer les coûts de protection sociale parce que grâce à l'avancée technologique, ça va probablement être moins nécessaire. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, justement, les avancées technologiques vont justifier un refinancement des soins de santé, notamment dans le secteur du cancer. Il y a des traitements contre le cancer qui sont actuellement à l'étude, qui offrent des bénéfices incroyables en termes d'amélioration des pronostics vitaux, mais qui coûtent à l'unité, parfois jusqu'à 1 million d'euros par patient. C'est autre chose qu'une boîte de paracétamol, et c'est évident que si on veut que ces traitements soient accessibles, c'est indispensable, eh bien il faut à la fois rentrer dans une dynamique de négociation avec les firmes pharmaceutiques pour que ces traitements soient mis sur le marché à des prix qui sont abordables, mais il faut aussi se rendre compte, quoi qu'on en dise, que voilà, il y a des coûts de recherche et des coûts de production qui doivent être amortis. Malheureusement, le médicament n'est pas un bien public, et même quand il coûte quand même très cher. Et des remboursements de ces soins qui soient les plus accessibles possibles et qui soient publics et pas par des assurances privées. Beaucoup de gens qui avaient l'impression qu'on était à la pointe de tout d'un coup se sont sentis très démunis.
toutes ces évolutions technologiques n'étaient pas d'une grande aide pour contrer quelque chose comme le coronavirus. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé un jour un vaccin ou des soins. Parce que je pense que c'était relativement optimiste et dire qu'il est possible qu'on ait un vaccin et il est possible qu'on trouve assez rapidement des traitements. Le problème, c'est de nouveau remonter en aval du problème. C'est-à-dire que la source de l'épidémie, bien, la meilleure manière de prévenir les futures pandémies, c'est de revenir à la source des pandémies. C'est-à-dire que se demander, ok, ce que je disais aussi, c'est passer d'un système alors mondial de prévention des pandémies et des épidémies qui prennent en considération les facteurs de déclenchement. Et ça, on ne fera pas l'économie d'une réflexion sur le sujet, qui est déjà en cours. Hein. C'est ce que l'OMS notamment a développé sous le concept One Health, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'en fait, les interactions entre tous les organismes vivants sur la Terre constituent la politique de santé. Et la politique de santé, c'est pas seulement la politique des humains, c'est aussi la politique des animaux, et que cette politique doit tout à fait intégrer. Alors, le cas des coronavirus, c'est typiquement des zoonoses, c'est des maladies qui sont transmises soit directement, soit indirectement des animaux vers l'humain, que si on ne se penche pas sur les facteurs qui aggravent ou qui développent les zoonoses ou qui permettent aux zoonoses d'émerger, ben on sera confronté de manière régulière, comme on l'est depuis plusieurs siècles, parce que le coronavirus n'est qu'une étape dans une longue histoire des maladies infectieuses qui débute quasiment avec l'origine de l'humanité et qui se développe à mesure que les échanges internationaux se développent. Hein. Les pandémies sont aussi des maladies qui sont liées aux échanges internationaux. Les échanges internationaux, c'est très très bien. Moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut supprimer les échanges internationaux, qu'il faut limiter les déplacements en avion, autrement pour des raisons bien entendu liées au réchauffement climatique et à la politique climatique. Mais on doit le faire. Pourquoi? Parce qu'on a un écosystème humain-animal qui est très très fragile, qui est toujours plutôt possiblement sujet à des épidémies. Il faut revenir sur un point central, hein, qui est vraiment, moi je trouve, le fil d'Ariane dans le coronavirus, c'est la viande. Qu'est-ce qui se passe? Probablement, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais il est très probable que le virus, il débute dans un marché d'animaux vivants. Où est-ce qu'on, pour l'instant, isole les clusters principaux? C'est dans des abattoirs. Et je crois que tout ça, c'est par rapport à cet écosystème-là et notre cohabitation par rapport aux organismes animaux, qui soient vivants ou morts, qui sont des sources de danger pour le développement des maladies infectieuses. Alors, est-ce que pour autant il faut arrêter de manger de la viande? Non, bien entendu, la question n'est pas là non plus, mais voilà, au moins entamer une réflexion par rapport à ce sujet, parce que sinon on sera toujours à courir après des risques d'épidémie qui débuteront toujours de la même manière, comme la peste débutait, c'est-à-dire la mise en contact d'espèces animales qui n'avaient rien à faire entre elles, et puis d'une de ces espèces avec l'être humain. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il y a aussi une réflexion à avoir sur le système économique dans lequel on vit et une urgence peut-être à ce niveau-là pour privilégier la santé par rapport aux enjeux de profit ou aux enjeux économiques? Le plus évident pour moi, c'est très clairement effectivement lié à toutes les maladies qui sont conséquences, ou en tout cas l'augmentation et conséquences du développement du réchauffement climatique. Je pense qu'une des raisons principales pour lesquelles on n'arrive pas à bien contrôler le paludisme, c'est des raisons socio-économiques d'accès aux médicaments, parce que le paludisme est une maladie qu'on soigne, mais c'est aussi une augmentation des zones endémiques, parce que le paludisme il vient se greffer sur des zones chaudes et humides, et que celles-ci, elles ont tendance à augmenter, à s'étendre à cause du réchauffement climatique. Et donc effectivement, c'est toute une réflexion. Les maladies climatiques, l'ONU a sorti des études en termes de risques pour la santé qui sont assez inquiétantes sur du long terme. On parle de plusieurs centaines de milliers de morts supplémentaires dans le monde à cause de maladies qui préexistent, mais dont le risque va être amplifié par le réchauffement climatique. Et je ne parle même pas des risques liés aux catastrophes naturelles et autres. Donc ça effectivement, ça intime une réflexion. Je dirais que l'autre grosse réflexion à avoir, c'est effectivement, c'est les maladies de nos systèmes socio-économiques, que sont la pollution de l'air. Je dirais à Bruxelles, en Belgique, la pollution de l'air cette année leur a tué autant, probablement moins
grâce à une petite diminution de la pollution de l'air à cause de la diminution de l'activité humaine, mais que la pollution de l'air, chaque année, elle tue autant que le coronavirus en une année. Donc, c'est des décès prématurés, en Belgique, 8, 9, 10 000 décès prématurés, sans compter les maladies chroniques que ça provoque, notamment l'asthme chez les enfants. C'est en train de devenir une première cause de mortalité dans le monde. C'est quelque chose auquel on a vraiment du mal à réfléchir, à trouver des solutions parce qu'elles sont radicales. C'est des solutions qui passent notamment par la limitation des voitures en ville, l'interdiction du diesel en ville, mais aussi par des mesures très coûteuses en termes d'isolation de bâtiments parce qu'une des principales causes de la pollution de l'air, c'est aussi la mauvaise isolation thermique des bâtiments. Et donc, c'est finalement, si toutes les maladies liées à la malbouffe, hein, donc diabète a explosé en Belgique comme dans tous les pays occidentaux. C'est une maladie qui est intimement liée à la mauvaise alimentation. Et donc, voilà, c'est des réflexions beaucoup plus transversales, et je reviens toujours à cette idée de prévention, c'est-à-dire que on est très performant pour soigner, hein. Le diabète est très bien pris en charge en Belgique. On a des systèmes très performants de soins du diabète, mais on ne réfléchit pas assez, et ça c'est pas aux médecins de le faire, c'est plus aux politiques et aux institutions de santé, on ne réfléchit pas suffisamment à la manière d'éviter ces maladies en amont, et on revient toujours à la même question, c'est un rééquilibrage du système de santé, non pas en finançant moins les soins, mais en finançant plus la prévention et en repensant vraiment le système de prévention. On a vu pendant la période de confinement quand même beaucoup d'élan de solidarité, entre autres ne serait-ce que via les premières lignes, mais aussi des jeunes qui aidaient des plus vieux à faire leurs courses, par exemple. Et puis, au fur et à mesure du déconfinement, d'autres discours ont pu arriver sur les réseaux sociaux, dans la bouche de certains politiciens, disant qu'on avait quand même sacrifié les jeunes actifs au profit des aînés. Quelles conséquences vous pensez que ça peut avoir, ce type de discours, sur la sécurité sociale et sur sa pérennité ? C'est des discours qui sont d'abord totalement intolérables sur le plan de l'éthique. Moi, je pense que on a beaucoup entendu, notamment André Comte-Sponville ou BHL reprendre ça et dire voilà, on a sacrifié les gens, la jeunesse pour sauver les vieux et leur permettre de vivre quelques années de plus. Moi, je trouve que sur le plan de l'éthique, c'est des discours qui sont pas tolérables parce que justement, la force d'un système de santé, c'est de prendre des décisions individuelles et pas collectives. C'est quand vous avez quelqu'un qui a 85 ans et qui est malade, c'est pas de dire on va le laisser mourir parce qu'il a 85 ans et que de toute façon il est plus utile à la société, c'est de dire ok, quel va être le meilleur soin, est-ce que les soins sont indispensables ou sinon comment est-ce qu'on peut l'accompagner vers une mort paisible et une fin de vie paisible. Et ça c'est le modèle de santé idéal. Par rapport à ça, cet autre modèle-là, il y a un autre modèle, effectivement, qui consiste à dire, après 70-75 ans, hein, on est de toute façon plus utile à la société. Donc, le modèle qui est eugéniste, en fait. C'est un modèle qui est à la ligne. On prend des décisions collectives qui dépassent donc l'état de santé individuel pour dire, ben voilà, on fait ça ou ça. Alors, ça marche, je trouve. On ne peut pas nier qu'il faut toujours regarder un coût-bénéfice dans une approche de santé et que l'acharnement thérapeutique n'a pas de sens, etc. Mais de nouveau, c'est des décisions individuelles, c'est pas des décisions collectives. Et donc c'est un discours qui est sur le plan éthique qui est très très dur à entendre et qui en plus est faux parce que l'enjeu du Covid-19 c'était pas de soigner, de sauver les jeunes ou les vieux, c'était de sauver le système de soins de santé. Le confinement, le but c'était parce qu'on n'avait pas d'autre alternative. Alors, ça fait plaisir à personne d'organiser le confinement ou de le subir, mais on n'avait pas d'autre alternative. C'était de dire ok, ben, le confinement est là. Il est là pour préserver, bien entendu, la vie des personnes à risque, et donc là, indéniablement des personnes âgées, mais aussi pour sauver l'ensemble du système de soins de santé. Parce que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis pour le moment? On est arrivé là où l'Europe a évité d'arriver. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ce moment où on doit vraiment faire des choix structurels. Donc, ce n'est pas des choix par hôpitaux. En Europe, évidemment qu'il y a des hôpitaux qui à un moment étaient débordés. Évidemment qu'il y a des décisions qui ont été prises à prendre, mais ce n'était pas structurel. Aux États-Unis et au Brésil, on bascule dans une situation structurelle où il n'y a plus assez de lits, où les capacités hospitalières sont atteintes et où il faut faire des choix. Et alors, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, dans ça, et c'est ça l'enjeu, bien plus que l'enjeu vieux-jeune, c'est que si on n'arrive pas à contenir l'épidémie à ce moment-là,
eh bien en fait c'est tout le système qui implose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hôpitaux sont débordés, les médecins sont malades, le personnel infirmier est malade, les hôpitaux à terme, certains hôpitaux à terme risquent de devoir fermer. Et qu'est-ce que c'est un hôpital qui ferme? C'est toute la chaîne de santé publique qui est mise en danger, et c'est tous les autres malades. Alors le confinement a déjà été très dur, ça a déjà été très dur de suspendre les soins non urgents pendant 2 mois. Mais il faut imaginer ce que ce serait sur du long terme. C'est-à-dire que quand on peut aimer ou pas la comparaison, mais il faut imaginer le système de soins de santé comme une centrale nucléaire. À un moment donné, le virus, il attaque les parois en béton, il mange une partie des parois en béton, pas parois en béton résistent, mais s'il rentre dans le cœur de réacteur et que le cœur de réacteur explose, c'est une secousse tellurique gigantesque. C'est ça. L'enjeu, c'est ça. C'est d'éviter que les hôpitaux, qui sont, qu'on le veuille ou non, le cœur de réacteur de notre système de santé, implosent comme Tchernobyl. Et alors là, avec des conséquences qui dépassent très largement la simple conséquence du coronavirus. La solidarité qui est au cœur de notre système de sécurité sociale, cette solidarité, même si dans un premier temps elle ne paraît pas être bénéfique pour une personne en tant qu'individu, tôt ou tard, cette solidarité sert aux intérêts particuliers également. Il sert aux intérêts de la collectivité, c'est-à-dire que si maintenant le système de soins de santé avait explosé, c'était toute la santé de tout le monde qui était mis en jeu. Et c'est pas seulement les vieux de plus de 70 ans, j'aime pas le terme, les personnes âgées de plus de 70 ans, c'était les plus de 60 ans, les plus de 50 ans, c'était toutes les personnes qui sont dans des zones où on commence tout doucement à avoir des maladies. Il y a eu, par exemple, au niveau cardiaque, effectivement, beaucoup moins de consultations cardiaques en cardiologie pendant 2 mois. C'est gérable plus ou moins. Mais c'est ingérable sur un plus long terme. Un plus long terme, ça veut dire une mortalité très importante qui dépasse très largement le coronavirus. On a beaucoup entendu cette tension entre ceux qui disaient que la production de médicaments doit être entre les mains du privé, parce que c'est comme ça que le progrès avance, puis d'autres qui disent non, l'État doit reprendre la main sur la production de médicaments. Quel est votre point de vue à ce sujet ? C'est une question assez compliquée. Alors, moi, je pense que la question n'est pas de savoir qui produit le médicament, mais qu'est-ce que le médicament? Qu'est-ce que c'est le médicament? C'est-à-dire que mode de production de médicaments, c'est aussi bien du public que du privé déjà maintenant. Parce que dans les investissements, la recherche, beaucoup de crédits publics, notamment dans les vaccins, beaucoup de crédits publics investissent la recherche. Alors, la question, c'est en partie décommercialiser le médicament. C'est de faire en sorte que le médicament, en tout cas quand il est indispensable, soit davantage considéré comme un bien commun que comme un produit commercial. Alors ça, c'est vraiment l'idéal. Ça suppose une zone de tension très importante. Pourquoi? Parce que quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, il y a quand même un capital privé très important qui est investi en médicaments. Si on ne comptait à ce stade que sur le capital public, on pourrait produire des médicaments, mais voilà, c'est le capital public, en fait, il vient simplement dans des phases, enfin, pas simplement, mais il vient dans des phases qui sont bien limitées, qui sont d'abord la recherche, ensuite des aides économiques et enfin de la fiscalité. Et il y a un apport important du public, mais il n'est pas à 100%. Et donc, c'est plus dans des solutions peut-être un peu plus pragmatiques, faire du trade-off entre les intérêts privés et les intérêts publics, faire en sorte que ça reste attractif d'investir dans le médicament, mais que le médicament n'est pas qu'un bien commercial, c'est aussi un bien commun. Alors la stratégie peut-être consiste à voir de quoi on parle. Alors, moi je crois que par exemple il faut mettre des vaccins en dehors de la logique. La logique... je crois que tout le monde est d'accord maintenant pour dire que les vaccins, l'accès aux vaccins, ça doit se placer dans un contexte de communisation des vaccins. Les vaccins doivent devenir des biens communs. Les médicaments, c'est peut-être plus compliqué à appréhender, et peut-être que là, il y a des lignes de fracture ou de démarcation à faire entre les médicaments essentiels et les médicaments non essentiels. Tout aussi une réflexion à avoir sur les brevets. Et voilà. Maintenant, on peut avoir un débat politique sur est-ce que l'État doit devenir acteur de production de médicaments. Moi, je veux bien réfléchir en termes purement théoriques
sur le sujet, mais c'est pas demain. Déjà, quand on voit la difficulté qu'il a fallu pour rapatrier des lignes de production de masques et de matériel médical, qui sont pourtant les choses les plus faciles à produire en médecine et en santé, il faut être réaliste. C'est pas en quelques semaines, en quelques mois qu'on arrivera à rapatrier des lignes de production de médicaments et les rendre publiques. Mais ça doit effectivement... il faudrait presque une OMC des produits de santé, qui sortent les produits de santé du domaine commercial et qui les mettent dans une espèce de domaine mixte, public-privé, où bien, l'intérêt public prime là où il doit primer. Alors, une dernière question, cette fois-ci à François Perle, l'homme, le citoyen engagé. Si je vous dis que cette crise du coronavirus a été, est ou sera positive, à quoi vous pensez? Je pense qu'elle sera positive dans le sens où elle nous fait réfléchir à les interactions de santé globale mondiale. Elle sera positive si justement on arrive à casser le modèle qui fait que les épidémies reviennent à échéances régulières et qu'elles peuvent être en partie évitées. Donc ça, je pense que ce serait un premier point. C'est sur le concept de santé globale mondiale. Et je crois que l'autre point positif, ce serait de considérer que nos états sociaux, nos états-providence, nos systèmes de sécurité sociale qui ont été très décriés ces dernières années, bien, sans eux, je me demande vraiment comment on s'en serait sorti. Et donc c'est une réflexion aussi sur leur pérennité et leur financement. Un grand merci.